merci beaucoup pour cette invitation à partager alors une expérience, un retour d'expérience de notre association. Et en préparant cette communication avec le groupe de travail, je me suis dit que c'était important de vous rappeler peut-être un petit peu qui on était, ce qu'on faisait, pour que vous compreniez pourquoi cette expérience. Donc, notre association Patients en réseau, en fait, c'est une association qui est 100% digitale, qui a été créée en 2014, effectivement en résonance avec mon expérience de patiente touchée par un cancer du sein, voilà, qui avait vécu à plein d'endroits en France et puis à l'étranger. J'ai été touchée par la maladie à ce moment-là. Et on a créé en fait donc des communautés de patients et proches, d'abord dans le cancer du sein, et puis comme vous le voyez dans d'autres, je ne sais pas pourquoi il y a une... Non, voilà. Et du coup, l'idée, si vous voulez, c'est de permettre, quel que soit le lieu de vie, quelle que soit l'étape dans la maladie, de pouvoir échanger entre pairs, mais aussi de faciliter je dirais le fait de retrouver des ressources utiles en termes d'informations, d'adresses d'associations, d'informations pratiques, d'événements dédiés aux patients. Donc, en fait, ça s'intéresse à accompagner les personnes qui font face à l'épreuve de la maladie. Alors, décidément, ça me... pas ce que je veux. Alors, en fait, on était une association donc 100% digitale, et quand la crise Covid et tous ces confinements sont arrivés, on était finalement assez près, puisque nous, on restait en lien avec nos communautés de patients. Néanmoins, on a quand même développé beaucoup de choses nouvelles, et en quelques mots, ça va être des cafés virtuels, des webconférences, une web radio. Et notamment avec les cafés virtuels, on a réalisé qu'on pouvait échanger à travers ces nouveaux outils qui étaient, par exemple, les plateformes comme Zoom, Teams, etc., avec donc des patients qu'on connaissait de nos échanges, mais qu'on ne voyait pas. Et le fait de pouvoir se voir, a permis en fait pour ces personnes je dirais, de découvrir le plaisir d'une certaine façon d'échanger avec un groupe de patients. Et par exemple, avec les webconférences, on s'est rendu compte que des patients justement qui étaient isolés géographiquement étaient absolument ravis de pouvoir écouter des soignants qui organisaient, qui participaient à des réunions de ce type, qui leur permettaient finalement d'écouter et de poser leurs questions en direct à ces personnes. Du coup, on a aussi travaillé sur des enquêtes, notamment sur l'expérience des patients pendant le confinement, avec un grand nombre d'autres associations de patients dans le cancer. Et là, on a pu être à l'écoute justement de ce qui se vivait en termes de annulation, report de consultation, consultation à distance, comment est-ce qu'on le vit. Et ce qui était ressorti notamment, c'est qu'effectivement, ça pouvait être très utile d'être resté en lien à la maison, mais que ce n'était pas que facile. Ce n'est pas facile de pouvoir être en téléconsultation quand vous êtes avec les enfants autour, le mari en télétravail dans la pièce d'à côté, voire dans la même pièce. Donc, en fait, ça a interrogé aussi d'autres réalités qui sont qu'on n'est pas il y a une disponibilité de la téléconsultation, ça va affranchir des problématiques d'organisation, de kilomètres, etc. Mais en même temps, on va avoir d'autres choses qui vont passer dans cette consultation, d'autres choses qu'on va partager de son quotidien, de son lieu de vie. Alors, pour entrer sur l'expérience du suivi Aquadome, Aquad PRE, dont je vais parler plus précisément, ça s'ancre dans un intérêt qu'on a eu pour le vécu des patients face au virage ambulatoire. On avait suivi avec beaucoup d'intérêt Cancer ad Homme, que vous connaissez certainement les uns les autres, donc tout un travail qui a cherché à explorer, on va dire, le vécu, le besoin des patients, mais aussi des soignants. Et on a pu répondre en tant qu'association, avec deux autres associations d'ailleurs, à une proposition de participer à un défi santé numérique qui avait justement pour objet de répondre en 2017 à cette question de comment développer des nouveaux outils pour accompagner ce virage ambulatoire. Donc, juste pour situer précisément ce dont on va parler, il s'agit en fait de thérapeutiques qui sont prescrites quand la maladie est métastatique. Donc, c'est un moment qui est extrêmement compliqué à vivre pour les patients. Et il y a une vraie révolution parce que finalement, ces traitements, je vais aller les prendre à la maison, je vais chercher mon médicament chez le pharmacien de ville. Et donc, il y a un vrai, on va dire, changement aussi dans l'organisation des soins pour le patient.
Et dans le cadre de ces défis, en fait, a été présenté le programme ACOADOM, qui a obtenu en fait notre coup de cœur du jury. Et nous, en fait, on a vraiment, vraiment beaucoup aimé ce projet et on a donc travaillé avec l'équipe de Continuum Plus pour le développer par la suite. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? En fait, l'idée est la suivante. Elle est de dire, on va instaurer donc une thérapie orale, on va donc enclencher, démarrer ces nouveaux traitements et finalement, on va chercher à accompagner particulièrement les personnes les plus complexes, les plus vulnérables, les plus fragiles, pour qu'elles ne soient pas toutes seules à faire face à ce virage ambulatoire. Et donc, l'idée, ça a été d'associer une solution digitale, une solution de partage de données, de suivi, de collection d'informations et de partage de ces informations, mais aussi un accompagnement humain pour que justement ces personnes qui n'auraient pas forcément été, j'allais dire, dans l'évaluation du soignant, en capacité de forcément faire face, de gérer leur traitement. Là aussi, juste pour rappeler pour les patients, c'est quand même extrêmement compliqué d'auto-gérer son traitement. Pour vous donner un exemple, si j'ai une chimio à l'hôpital, une immuno à l'hôpital, j'y vais, on va contrôler un certain nombre de choses et on va me dire go chimio, go immuno, aujourd'hui on vous fait bien votre traitement. Quand je suis à la maison face à ma tablette de comprimés, en fait, c'est moi, le patient, qui doit dire est-ce qu'aujourd'hui, je fais go, thérapie ciblée ou pas, go, chimio orale ou pas. Et en fait, pour ce go, il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre à faire. Il faut s'auto-évaluer, savoir comment on va. Est-ce que voilà, cette nausée, cette petite fièvre, tel ou tel symptôme que je ressens, est-ce que c'est important ou pas? Est-ce qu'il faut que j'en parle à mon soignant? Est-ce qu'il faut que je m'alerte? Est-ce que c'est grave ou pas? Toutes ces choses-là, en fait, c'est compliqué. Et on voit bien qu'il y a des personnes qui vont être en capacité plus ou moins de gérer ça et d'autres beaucoup moins. Alors, dans la pratique, en quoi ça consiste cet accompagnement à Coadom? Donc, vous avez en fait à gauche l'oncologue qui va prescrire le traitement et qui va proposer un accompagnement. Et le principe, ça va être que donc là, on a l'infirmière Continuum, elle va mettre en lien, donc elle va contacter le médecin, contacter le pharmacien, il va y avoir tout un partage d'informations, et elle va aussi donc contacter une infirmière de proximité qui va être proposée en fait c'est le patient en fait qui donne le nom de son médecin, le nom de son pharmacien, et s'il a une infirmière de proximité, il va y avoir une proposition, on va dire, de rentrer dans ces suivis, une formation spécifique pour l'infirmière, et donc tout un partage d'informations sur qu'est-ce que c'est que ce nouveau traitement, etc. Et donc, finalement, l'infirmière de proximité va être missionnée pour venir au domicile du patient de façon à récolter finalement des réponses à des questionnaires, mais aussi à des prises de constantes, et donc de pouvoir nourrir le suivi de ce patient sous thérapie orale avec ces données. Alors, voilà. Toc. Je suis désolée, j'ai vraiment un souci un peu technique sur l'évolution de tout ça. Donc, ça va finir par passer, j'imagine. La slide suivante. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est passé à un suivi PRO face à cette épidémie? Donc, ces expérimentations à Coadom, en fait, elles ont été développées, elles ont été mises en place avec différents établissements, et notamment pour le suivi de patients avec des cancers du poumon. Et comme vous le savez, au tout début de l'épidémie, à Strasbourg, c'était particulièrement compliqué. Et donc, les médecins pneumo-oncologie nous ont dit, mais là, en fait, aujourd'hui, on a une situation d'urgence tout à fait particulière. Il faut absolument que nos patients, qui ne sont pas des patients complexes, on puisse les laisser à distance avec leur thérapie et qu'on puisse rester en lien avec eux. Et puis, nos patients qui sont donc normalement suivis avec l'infirmière à domicile, les nouvelles, je dirais, recommandations étaient donc d'éviter des contacts. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que l'infirmière reste en lien avec le patient, mais qu'elle récolte les données à distance? Et donc, en quelques jours, l'idée a été de faire une déclinaison de cette proposition d'accompagnement de suivi de patients plutôt complexes vers une solution de PRO, donc c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Sandra Malak, donc de Patient Supported Outcome, donc une solution où, à travers une application mobile, le patient va pouvoir en fait remplir lui-même un certain nombre de questionnaires et remplir un certain nombre de constantes.
Donc, en fait, ce PRO, ça a permis, donc, en quelques jours, de proposer cette solution. Ça a permis de maintenir le lien donc, entre les équipes de soins et ces différents types de patients. Donc, les patients, on va dire les plus autonomes, qui ont pu télécharger eux-mêmes l'outil et nourrir comme ça la téléconsultation de données de suivi. Et puis, pour les patients les plus complexes, qui étaient donc avec Aquadom, avec finalement un appel de l'infirmière vers le patient pour remplir ces données et là aussi nourrir ces téléconsultations. Et ça a été un véritable, j'allais dire, plébiscite sur, donc là on a un témoignage du docteur Bertrand Ménessier sur le fait que ça a permis de maintenir un suivi à distance de qualité pour ces patients complexes. Sur un petit point sur les chiffres, en parallèle, donc je vous disais qu'on a pu faire des enquêtes avec d'autres associations qui interviennent dans l'accompagnement des patients du cancer, et on demandait aux personnes si elles avaient en fait accès à un suivi particulier. Et on voit qu'on a 45% des patients donc, qui ont une maladie métastatique qui ne bénéficient pas de suivi particulier, mais qui en auraient souhaité un. Donc, il faut se rendre compte que notamment dans cette période soit d'instauration de traitement, mais en tout cas de virage ou d'évolution de la maladie pour une maladie qui va se chroniciser, il y a vraiment tout un pool de patients qui a besoin d'être plus accompagnés que ce qui est fait aujourd'hui. Alors, donc, quelle satisfaction en fait de ces outils? Alors, la première chose qui est ressortie, c'est que ces outils ont permis de maintenir le lien avec l'équipe de soins. Donc, ce sentiment de ne pas être abandonné seul avec ces traitements, notamment les thérapies orales, dans une période complexe, a été vraiment importante. Ça a permis aussi de contribuer à un sentiment de sécurité dans ce contexte-là. Et puis, donc, d'enrichir donc, la téléconsultation de tout ce qui se passe, hein, donc les effets indésirables, etc. Les freins et les limites, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est déjà ressorti dans cet exposé, c'est les différentes exposés aujourd'hui. Il y a tout le côté concret, comment je fais pratico-pratique pour télécharger cette appli, apprendre à utiliser, où est-ce que j'appuie, où est-ce que je valide, etc. Et on voit bien que, alors je suis assez d'accord que penser à un accompagnement avec une ligne téléphonique, pourquoi pas, mais souvent dans les outils numériques, vous regardez, c'est quelqu'un qui vous montre qui est le plus efficace. Donc, il y a vraiment à réfléchir à comment on accompagne les personnes pour l'usage de ces outils. Alors, un retour d'expérience aussi éclairé par les soignants. Donc, il y a des parcours dans différents types de cancers, notamment les cancers du rein. On avait fait donc un travail avec le docteur Ménessier et le docteur Barthélémy sur justement leur vision de soignants sur les atouts et les difficultés de ces différents outils. Et donc, par rapport à l'expérience, donc évidemment, quand on est à domicile, il y a un accompagnement humain, il y a une présence de l'infirmière, il y a l'intégration de ces professionnels de ville autour, il y a le côté formation de ces professionnels de santé de proximité. Et puis, donc, dans la période Covid, il y avait la problématique de l'exposition donc, de l'infirmière et puis donc la sursollicitation des soignants, donc le besoin je dirais, d'une solution relais de PRO. Et par rapport donc à la solution de PRO, donc l'idée, la sécurité sanitaire garantie puisqu'il n'y avait pas de contact entre les gens, un gain en autonomie, mais par contre là aussi la difficulté d'éduquer à la fois les soignants et les patients à l'utilisation de ces outils et du coup cette notion de patients qui finalement pouvaient ne pas être éligibles à ce suivi parce que trop compliqué à mettre en place dans leur réalité ou dans leurs outils personnels. Alors aujourd'hui, on a, pour le moment, en fait, on réussit à faire remonter à travers des enquêtes patients un certain nombre de niveaux de satisfaction. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des premiers retours encourageants sur le fait que ces solutions de télésuivi, elles permettent de se sentir, par exemple, plus à l'aise avec un traitement, plus autonome avec son traitement après cet accompagnement.
les personnes rapportent voilà, qu'elles ont pu avoir bénéficié d'explications, d'écoute, d'aide, de professionnalisme, de disponibilité. Et donc, c'est toute cette interaction qui n'existe pas quand on est finalement sans suivi particulier pour ces thérapies orales. L'autre point qui est très important, donc au-delà de l'expérience qui augmente, parce qu'il y a un sujet que soulignait aussi Sandra Manac, c'est que c'est bien de faire des expérimentations, mais il faut qu'elles puissent perdurer. Donc on est dans cette période de développement et d'implémentation plus importante d'un certain nombre de parcours. Et il y a un autre élément qui est très important, et ça rentre un petit peu là aussi en résonance avec les premières publications qui ont pu avoir lieu, comme autour de MoveCare, etc. Ça va être en fait l'idée même que de cette présence, ce suivi rapproché des patients permet d'être au plus près de ce qui se passe en termes d'effets indésirables, donc d'observer ces situations quand les grades sont faibles et d'intervenir avant qu'ils évoluent. Et donc, sur les rapports, les premiers rapports qu'on peut avoir, on voit donc moins de 6% d'événements indésirables de grade 3 et 4, ce qui est peu pour cette période d'instauration par rapport à ce qui a pu être vu dans les essais cliniques. Alors, par rapport aux soignants, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que les personnes les soignants, les oncologues qui ont répondu, donc ça, c'est encore des chiffres un peu restreints d'utilisateurs de ces solutions, mais ça donne des indicateurs de satisfaction par rapport au fait qu'on sent que, par rapport à la qualité du suivi des patients, et également le fait de tisser véritablement, de nourrir le lien ville-hôpital d'une façon efficace et pas chronophage et pratique donc de pouvoir interagir avec ces soignants qu'on ne connaît pas au départ, puisque finalement, l'environnement de chaque patient est spécifique en fonction de son lieu de vie. Et donc, il faut à chaque fois tisser cette mini-cellule de suivi autour du patient. Et ça, c'est vraiment facilité par ce type d'outils numériques. Là, donc, juste pour citer aussi quelques verbatim, on parlait tout à l'heure de l'intérêt de pouvoir partager une photo. Donc là, une infirmière de proximité qui peut prendre en photo un syndrome main-pied, il peut y avoir la possibilité de partager des résultats de laboratoire. Enfin, tout ça est consolidé au même endroit, et donc ça facilite l'accès à tous ces éléments pour l'oncologue, et donc ça garantit quelque chose qui est très pratique. Il y a eu autre chose que je trouve très intéressant dans le ressenti, dans l'expérience des soignants, c'est le fait de dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de soignants qui, alors, il y a des SMS, il y a des emails, il y a des appels via la secrétaire. Donc, en fait, il y a une espèce de multiplication d'espaces, de lieux où finalement le patient peut avoir donné des indications quant à son suivi. Là, en fait, le fait d'avoir un accompagnement dédié, une plateforme dédiée où on va pouvoir permettre de centraliser tout ça, ça permet aux soignants aussi d'organiser, d'éviter de tout mélanger, de pas avoir dans son téléphone perso plein d'informations de suivi qui arriveraient, et ça permet d'organiser ce suivi à un moment qui convient aux soignants. Donc ça, c'est aussi très pratique, et ça, visiblement, dans la qualité, on va dire, de vie du soignant, c'est quelque chose, je pense, qui sera aussi à considérer quand on va évaluer, je dirais, à la fois les consultations, mais aussi les outils. C'est quel est le bénéfice pour les équipes de soins, donc les médecins, mais aussi les infirmières de coordination, par exemple, pour leur propre activité de suivi, pour interagir avec ces patients de façon plus organisée. Alors donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ces suivis, avec ces parcours d'accompagnement qui sont développés? Là, ça vient un petit peu en résonance avec je dirais, l'exposé du docteur Angelier. Finalement, l'idée pour nous, c'est de se dire qui est cette personne malade? Où est-ce qu'elle vit? Dans quel environnement? Est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'elle est âgée? Est-ce qu'elle est autonome? Est-ce qu'elle sait parler? Est-ce qu'elle sait lire? Enfin, il y a tous ces éléments-là. Et finalement, qu'avec le soignant,
on puisse décider en fonction du type de traitement, quel type de suivi va être adapté à cette personne. Et donc, qu'il y ait une proposition qui aujourd'hui est déclinée en 3 niveaux. Donc, pour les patients les plus complexes à Coadom, donc il va s'appuyer sur l'infirmière de proximité pour en fait nourrir le recueil de données. La solution de PRO, donc là, j'ai un patient qui est autonome, ou alors j'ai un patient qui a bénéficié d'Acoadom et qui, par la suite, en fait, peut avoir une continuité proposée en PRO. Et il y a une nouvelle solution qui vient s'ajouter depuis 15 jours, qui s'appuie en fait sur le pharmacien d'officine. Ça, c'est intéressant parce que ça peut être, par exemple, un patient un peu plus âgé qui n'est pas forcément qui ne se sent pas à l'aise ou qui n'a pas envie d'utiliser d'application mobile, mais qui est tout à fait autonome, qui connaît bien son pharmacien, qui d'ailleurs va aller chercher son traitement et qui va pouvoir s'appuyer sur son pharmacien, les entretiens pharmaceutiques, pour nourrir le suivi dans la plateforme et dans la période donc, entre les consultations pour suivre donc l'instauration de sa thérapie orale. Alors, les enjeux qu'on a observés, puisqu'en fait, c'est les premiers parcours qu'on a pu donc mettre en place datent de début 2018. Donc, il y a déjà donc, près de 1000 parcours réalisés avec ces outils et les différents niveaux que je vous ai présentés là. Donc, la première chose, c'est qu'il y a donc un véritable enjeu de coordination, de partage d'informations autour, on va dire, de ce virage ambulatoire et donc particulièrement l'instauration de ces traitements. Il y a un enjeu pour les patients qui est de l'ordre, je dirais, du sentiment de sécurité, de se sentir toujours en lien avec son équipe de soins spécialisée, ça c'est très important. Et puis aussi de faire monter les soignants de ville dans ce suivi, ce qui est loin d'être une évidence pour eux, puisque par nature, ils sont j'allais dire, pas uniquement en oncologie, donc ils ont besoin de monter en compétence à un moment donné pour un patient donné, autour d'un traitement donné. Donc, il faut donner ces moyens-là. Ensuite, les freins, c'est l'intégration des outils, du côté patient, certes, mais aussi beaucoup du côté soignant. C'est loin d'être simple pour les uns et les autres, mais surtout dans l'intégration d'un outil, d'une solution dans une équipe. Et on voit que finalement, tout ça est arrivé par des expérimentations qui sont souvent très silotées. Donc, ça, c'est dans on sait ça dans le cancer du sein, c'est ça dans le poumon, c'est ça. Et en fait, on voit bien au niveau d'un établissement, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a une multitude de solutions. Et comment on va faire pour proposer à sa patientèle un certain nombre d'outils adaptés. Il y a aussi dans le retour qu'on peut avoir d'expérience des soignants, il y a un peu la notion d'investissement de temps et d'énergie justement à s'approprier un outil, mais aussi peut-être de l'avoir utilisé à un certain niveau, avec peut-être, il faut un minimum, je ne sais pas, de 5 ou 10 patients, pour vraiment réaliser que c'est drôlement utile et drôlement pratique. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de seuil, une étape entre guillemets d'apprentissage, mais aussi pour en tirer les bénéfices dans son usage de travail et d'équipe. Il y a bien sûr un impact de changement dans les organisations, à la fois dans le centre de soins, dans l'interaction avec les soignants de ville. Actuellement, et ça a été souligné aussi, il y a plutôt une tension accrue sur les ressources humaines. Donc, on entend beaucoup de soignants qui disent c'est vraiment super intéressant, on sait que ça serait bien pour nos patients, on voit que ça serait utile, mais aujourd'hui, on n'a plus d'infirmières, on manque de soignants. Donc, en fait, on n'a pas assez de ressources. Donc, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que le numérique va peut-être permettre de libérer du temps, de gagner du temps, mais dans un premier temps, il faut missionner des personnes qui vont permettre de le mettre en place, de le développer dans les équipes. Il y a bien sûr un sujet de financement. Et je pense qu'il y a aussi un point qui est le fait que ce sont toute une série de nouvelles données de suivi qui jusqu'alors n'étaient pas dans les dossiers. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on les traite, quand est-ce qu'on les regarde, comment on les intègre réellement en fait, dans les parcours de soins, parce que c'est ça qui va être intéressant. Et pour le coup,
là, une fois de plus, qui s'en occupe, comment on va le faire et voilà, comment le faire de façon la plus pertinente finalement pour le bénéfice des patients et de la prise en charge globale de toutes ces données de vie réelle qui sont très intéressantes. Alors, donc, bien sûr, et c'est l'objet de ces colloques, hein, ça va être de réfléchir à des nouveaux axes de recherche pour évaluer ces nouvelles méthodes, ces nouveaux outils, ces nouvelles consultations. À notre niveau, donc, on a avec 4 coporteurs, donc le Cancéropole Grand Est, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, les URPS pharmaciens et Continuum. On a un article 51, donc pour les parcours Acoadom et Picto, qui sont des parcours qui reposent là aussi sur des accompagnements pharmaciens. Et grâce à cette expérimentation, on va pouvoir justement faire ce travail d'évaluation, de démonstration de l'efficience de ces parcours et de pouvoir, donc dans les 3 ans qui viennent, et donc avec plus de 2400 patients qui vont pouvoir rentrer dans ces expérimentations, évaluer les différents axes.